Le dernier ouvrage, Salomé ma salamandre, de Béatrice Marchal, a été publié aux éditions L'Herbe qui tremble. La poète Béatrice Marchal est l'invitée de Délivrez-vous. Bonjour Béatrice Marchal. Bonjour Sarah. Déjà merci de nous accueillir chez vous, qui est un peu la maison protégée par les arbres, en milieu de forêt, dans les Vosges, qui est une maison qui compte beaucoup, qui a une histoire familiale importante, dans laquelle vous venez régulièrement, même si depuis maintenant presque 30 ans vous vivez à Paris, mais vous nous accueillez dans un endroit qui finalement a peut-être beaucoup de sens et qui peut-être a nourri votre plume, votre imaginaire, votre rapport à la poésie, aux sensations, votre rapport au monde peut-être aussi, et peut-être aussi votre sensibilité. Vous avez, je crois, passé un peu de votre enfance ici. Oui, non seulement ça n'est pas peut-être, c'est assurément. J'ai été nourrie par ce lieu où j'ai passé effectivement la majeure partie de tous mes étés d'enfance et beaucoup de week-ends dès la belle saison. Oui. Donc dans la nature. Oui, oui. La nature qui prend aussi, alors plus que la nature, j'ai envie de dire l'espace qui prend beaucoup de place dans votre écriture, dans vos poésies, dans vos poèmes. Est-ce qu'ici, petite, vous écriviez déjà des choses? Est-ce que Béatrice, petite fille, était quelqu'un qui écrivait? Non, Béatrice, petite fille, ne pensait pas à écrire. Elle rêvait. Elle rêvait beaucoup, parfois au détriment de la lecture. Mes parents auraient voulu me voir lire davantage. Mais non, j'étais une rêveuse invétérée. Alors, si je regrette de n'avoir pas lu certains grands livres qui m'auraient peut-être fait romancière, je pense que cette rêverie, cette observation aussi m'a faite poète. On va parler de ce que c'est qu'être poète aujourd'hui, de ce qu'est être poète pour vous, pour une femme qui a aussi eu une autre vie de professeur, qui est aussi maman, c'est important, et qui pose la question aussi de ce que c'est qu'être une femme. Moi, j'ai trouvé ça dans Salomé ma salamandre, qui est votre dernier, je ne vais pas dire recueil de poèmes, parce que ça n'est pas le cas. C'est un livre ou un récit qui nous permet d'entendre plusieurs récits, plusieurs histoires. C'est un peu à la façon de poupée russe, la construction de ce livre-là. Mais il questionne la place des femmes, qu'il questionne l'amour, mais aussi la rêverie, si je peux me permettre. Parce que c'est aussi ce que vous posez comme question. Mais avant de parler de Salomé ma salamandre, restons encore sur la construction de la poète que vous êtes devenue. Que j'essaye d'être. À quel moment prend place la poésie en vous en tant que lectrice, puis en tant qu'écrivaine? C'est difficile de répondre parce que les choses se sont faites souvent sans me rendre bien compte. J'ai par exemple fait ma maîtrise dans mes études de lettres. J'avais choisi Apollinaire comme sujet de maîtrise. Ensuite, j'ai voulu faire un DEA. J'avais choisi Miloš, le poète lituanien, que j'ai beaucoup lu, qui m'a beaucoup apporté. J'ai pas fait ma thèse sur lui finalement parce que le côté ésotérique me rebutait. Je me sentais pas armée pour cela. Mais j'ai changé de sujet en choisissant Cécile Sauvage, une femme aussi. Son histoire montre que sa place de femme n'a pas été facile dans le monde de la poésie. Mais tout ça montre qu'à l'époque, je ne pensais pas à écrire. Je ne m'autorisais sans doute pas à écrire, oui. Et pourtant, Cécile Sauvage, j'avais plus de 20 ans à l'époque, oui. J'ai commencé vraiment à écrire. Alors, lire de la poésie, j'en lisais, mais l'investissement en poésie, il s'est fait au tournant des années 2000. J'attendais quelque chose, une nécessité, et un jour, je le raconte toujours parce que ça a été comme un déclic. J'avais dit à une amie que j'admirais, qui écrivait
mais de façon informelle. Elle n'a jamais publié, par exemple, mais j'admirais beaucoup ce qu'elle était. Enfin, elle était poète sans écrire. Puis elle écrivait quand même quelques poèmes. Et je lui avais dit, mais je sens que je voudrais écrire, mais je n'y arrive pas. Il y a une sorte de blocage. Et elle m'a dit, ben, je sens comme une digue qui est prête, voilà, comme une digue. Et elle m'a simplement répondu, elle m'a dit, ben, écoute, tu n'as qu'à commencer un poème en disant, si j'écrivais un poème, ce serait une digue. Et mon premier poème s'est intitulé La digue. Alors, je ne pense pas qu'il ait été publié, mais voilà, ça a été le début de la libération des eaux. Ah, et c'est beau ce que vous dites, effectivement, libération des eaux, puis vous dites l'autorisation, finalement, de s'autoriser grâce au regard de quelqu'un d'autre, et de vous dire, mais vas-y, fais-le et libère-toi de peut-être des empêchements qu'on se met dans nos vies. Oui. Vous publiez pour la première fois en 2007 ? Oui, c'est ça. 2007. Donc ça fait un peu moins de 20 ans. Oui, une toute petite plaquette, mais enfin c'était très important. Vous vous souvenez de ce moment-là, la première publication, même si c'était une toute petite plaquette? Oui, oui, oui. Ben justement, c'était aux éditions La Porte, et ça s'intitulait « Tant va le regard », qu'à la fin il devient poème en quelque sorte, oui. Encore le regard. Alors allons-y, parlons du regard, parce que Salomé Massalamandre, c'est une histoire de regard, avec un S. Oui. On va parler du préambule, on va parler du début de cette histoire, d'un livre qu'on vous offre, qui s'appelle Chaours, et que vous allez laisser de côté, que vous allez ressortir un jour, et vous allez vous intéresser plus précisément à cette histoire-là, à ce maître de Chaours et dont on va parler. Mais ce livre va nous plonger au cœur d'un art, de l'art, au cœur d'une première histoire, avec le visage d'une femme qui va vous intriguer. Et à partir de ça, vous allez remonter, raconter des histoires, plusieurs histoires, ça fait un peu comme les poupées russes, et c'est plusieurs histoires de femmes qui ont tout en commun, peut-être, d'avoir à un moment donné aimé un homme ou été regardées par un homme et qui ont fait peut-être un choix de vie qui aurait pu être différent, si je l'ai lu comme ça. Oui, mais c'est une histoire de regard, puisque c'est une histoire d'art. Oui. Et l'art, c'est d'abord les yeux, le regard, et l'art, c'est aussi quelque chose qu'on fait voir au public. Et ça part par votre propre regard. Donc finalement, encore une fois ça, les femmes, le regard, l'amour qui fait naître la poésie. Oui, mais tout passe par le regard, nos relations, on dit que le regard, l'œil est la fenêtre de l'âme, c'est aussi la fenêtre de l'imagination. Et de la beauté. Et de la beauté, oui. Là, en l'occurrence, Salomé, oui, il y a plusieurs niveaux. La Salomé de Chaours incarne Marie Salomé, une des saintes femmes qui ont accompagné le Christ jusqu'au tombeau. Mais devant cette statue, j'ai vu une toute jeune fille. La Salomé biblique est quand même la mère de Jacques et Jean, des apôtres, enfin des disciples Jacques et Jean. Et c'est donc une femme mûre. Or là, le modèle est une toute jeune fille d'une extraordinaire beauté. Et je me suis dit, mais le sculpteur a dû être sensible à la beauté de ce modèle, ça n'est pas possible. C'est ça, vous vous interrogez sur ça, vous la trouvez trop jeune, très belle, trop jeune, c'est une mise au tombeau qui a été commandée au maître de Chaours et qui a été commandée pour l'église Saint-Jean-Baptiste, c'est ça, de Chaours. Et vous, ce qui vous intrigue, c'est effectivement la jeunesse de cette femme-là. Oui. Et vous allez... Alors, qu'est-ce que vous allez Je vais imaginer une histoire d'amour entre ce sculpteur et ce modèle. Peut-être m'interroger sur la part de la beauté, quel est le lien de la beauté et de l'amour. Oui. C'est très complexe parce que j'avoue que quand je suis allée à Chaours la première fois, dans cette crypte, j'ai vraiment eu un choc. Alors je pense qu'il était préparé par cet ami qui m'avait rendu sensible à cette statuaire.
Bon, il y a aussi le personnage de Marie qui est penchée sur son fils. Enfin, tout ça est très beau. Oui, parce qu'en préambule, tout de même, vous racontez ce livre qu'on vous offre. Oui. Et vous racontez la première fois que vous voyez cette mise au tombeau. Et ce qui vous marque, vous, c'est pas forcément tout de suite cette Salomé, cette jeune femme. C'est la mère penchée sur son fils qui vous rappelle ma propre mère et votre propre frère. Ce qui, forcément, et vous le savez, quand nous allons lire la suite, forcément, nous, on a aussi cette image-là, et on a aussi l'image d'une mère qui se penche sur son fils. Oui, mais tout est conditionné après sur cette image qu'on a. C'est ça. Mais bon, je parle de moi, mais c'est une expérience humaine que malheureusement nous faisons tous. Vous questionnez la passion aussi, c'est le regard, mais c'est aussi toute forme de passion. Oui. Oui. Qu'est-ce que c'est que la passion pour une poète? Je pense qu'on n'écrit pas sans passion déjà. Il faut... La passion, je m'interroge sur elle depuis longtemps. C'est le fait de sentir qu'il y a un décalage entre la vie de tous les jours, le quotidien avec ses contraintes, et puis cette vie plus intense que nous voudrions vivre, que les rêveurs voudraient vivre. Mais je pense que tout un chacun rencontre cette aspiration quand il ne l'abrite pas trop. Oui. Est-ce que c'est dans cet espace-là que se situe la poésie chez vous aussi? Et la poésie, oui, je pense. Oui. Elle est aspiration à la vie telle qu'elle est quand elle n'est pas ternie par l'habitude, par cette espèce de voile qui enlève le brillant, l'éclat de toute chose, qu'elle soit heureuse ou malheureuse. Quand votre amie vous offre le livre Chaours, elle vous met une petite dédicace et elle écrit « Une autre manière de méditer sur l'amour et la beauté, n'est-ce pas l'essentiel ?» Est-ce que c'est ce que vous pensez? Ah oui, totalement. L'amour, oui. L'amour et la beauté. L'amour, c'est la beauté. Alors, qu'est-ce que c'est que la beauté? Il faut que la beauté ait un sens, me semble-t-il. Un sens qu'on n'est peut-être pas capable de définir totalement. Est-ce que la beauté n'est pas aussi quelque chose qui est en rapport à l'autre, toujours? Oui, je crois. Parce qu'on est... On parlait de regard. Le regard, il faut au moins être deux pour poser un regard. Deux, ça peut être deux personnes, mais ça peut être un regard sur la nature, ça peut être autre chose. Il faut forcément une altérité, j'ai envie de dire. Et je me disais que c'était sur ça que vous écriviez. Oui, le rapport... Bon, je ne dis pas que je ne m'interroge pas sur le rapport à soi, je dis plutôt qu'à moi. J'essaye de dépasser le moi pour atteindre ce que j'appelle le soi, c'est-à-dire un moi où chacun puisse retrouver une partie de lui-même. Mais effectivement, le rapport à l'autre, le rapport au monde est essentiel, oui. Au temps qui passe, alors j'enfonce une porte ouverte, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre du temps qui passe, très souvent en littérature, mais que ce soit en littérature générale, mais la poésie, quand même, un rapport au temps incroyable. Essentiel, Et c'est ce qu'on lit aussi, puisque le rapport au temps est déjà une première fois, parce que vous nous plongez dans une sculpture du XVIe siècle, donc dans une histoire passée, vous nous plongez aussi dans une histoire d'une femme qui a disparu parce qu'elle est morte, et ce rapport au temps est constamment là. C'est le temps d'avant aussi dans lequel vous vous plongez. Mais qui est d'une certaine manière toujours actuel aussi. C'est ça qui me fascine. Justement, quand le temps est vécu de manière intense, il y a une forme d'éternité qui l'investit. C'est en ça que l'écriture est importante, puisque finalement, quand on lit les textes de personnes qui ne sont plus là, ce que vous faites aussi, ou ce que vous faites faire dans ce récit, c'est la persistance, c'est l'éternité, c'est rendre quelque chose de vivant même après. Cette Salomé, la sculpture elle-même paraît... Certains à qui je montrais la photo m'ont dit « mais c'est une statue moderne, elle est actuelle ». Ça nous parle des siècles après, comme si... Et ça, je crois que c'est quand même un grand facteur d'espoir, une vraie joie.
Le rapport religieux, puisqu'il est quand même question d'une mise au tombeau, quelque chose qui était, voilà, c'est une mise religieuse, c'est la pietà aussi dont il est question. Ça, c'est quelque chose qui vous intéressait aussi pour ce texte-là. Pour quelle raison? Le religieux, il faut aussi en l'occurrence, le débarrasser des oripeaux dont on l'affuble. Et là, ce rapport de Salomé au Christ est un rapport vrai. C'est le rapport d'une femme à un homme qui vit d'une vie intense, qui était porteur d'un message d'amour absolu. C'est-à-dire qu'on se débarrasse de l'interdit et de l'impossible, parce que ça aussi, vous l'interrogez. L'interdit, l'impossible, c'est les interdits qu'on se met soi-même. Oui, d'un moralisme qui n'a rien à voir avec le vrai religieux, tel que je l'entends. C'est pousser les murs que fait ce texte-là et cette Mais le message christique est un message qui devrait faire respirer, alors qu'on l'a... On s'est souvent ingénié à l'étouffer et on continue dans tous les fondamentalismes. Oui. Vous dites respirer, respirer c'est la vie. J'ai l'impression aussi qu'avec Salomé ma salamandre, c'est se positionner du côté de la vie, choisir la vie, c'est ça que vous écrivez. Choisir la vie, oui. Oui, c'est toujours ce choix. Tu as le choix entre un chemin de vie et un chemin de mort, choisir la vie. Et qui dit choisir la vie veut dire choisir le rapport à l'autre, à l'amour et... Peut-être juste pour à la poésie. Revenir sur le procédé de Salomé ma salamandre, parce que je pense qu'on n'est pas resté assez longtemps sur ce procédé qui est très particulier. C'est donc effectivement la narratrice va rouvrir le livre offert par une amie, va être intriguée par cette mise au tombeau, va aller voir sur place. Et puis son amie qui lui a offert le livre là va mourir et elle va lui confier, avant de mourir, lui confier quelques objets personnels, un journal. Oui. Et elle va prendre en charge, la narratrice, le journal, donc elle va nous le faire, elle va le lire et nous le faire lire aussi, à l'intérieur duquel il y a un autre récit, une autre confession d'une autre femme qui s'appelle Élise. Et puis on va finir par les poèmes sur Salomé. C'est ça. Finalement, c'est des histoires de 4 femmes, celle qui prend en charge tout, puis après, celle qui a offert le livre, Irène, qui a sa propre vie, sa propre histoire d'amour empêchée, puis Élise qui a aussi sa propre histoire, et puis Salomé, ces 4 femmes qui ont leur histoire propre, d'amour ou pas, et qui ont leur vie, leur passion, leur propre liberté questionnée. Est-ce que du coup, pour vous, c'est aussi un engagement pour poser la question de la place des femmes, ou je vais trop loin avec ma question? Non, je ne crois pas. Simplement, justement, comme j'essaye d'être poète, je ne crois pas que la poésie puisse faire de théorie. Elle est étrangère aux théories. C'est pas une poésie qui marche à coups de tract ou de... Vous voyez. Donc j'ai préféré justement donner ces histoires sur lesquelles on peut réfléchir, où justement on voit où se situe l'empêchement, comment il peut être dépassé, et voilà. Et la poésie vient à la fin. C'est-à-dire qu'il y a un journal qu'on lit, il y a du récit, et après il y a comme une respiration où on referme le journal et on laisse la poésie arriver. Ça, c'est un procédé qui n'est pas si courant que ça. En fait, je vous avoue qu'au départ, je voulais faire un roman. Et je me rends bien compte que je ne suis pas romancière. Donc c'est la poésie qui a repris le dessus, en sorte que la première partie est vraiment en prose, la seconde commence à avoir quelques poèmes intercalés, et puis la troisième est vraiment en poème. Quelle est la place du silence dans vos poèmes? J'espère qu'elle en a une grande, parce qu'il n'y a pas de poème sans silence. Je pourrais vous dire, mais c'est un peu un lieu commun, que le poème naît du silence. Il naît de cette vie intérieure qui, lorsqu'elle déborde, en quelque sorte, se transforme en poème. C'est une très belle définition de ce qu'est la poésie. Je crois que c'est son rôle de sauvegarder, de préserver la vie intérieure, oui. On préserve la vie intérieure, ça naît des silences, des secrets aussi, certainement, de l'enfance. Oui. Aussi. Oui. Et puis vous êtes quelqu'un
j'ai l'impression, qui allait fouiller pour aller ressortir des choses, parce que c'est le cas de Salomé Massalamande. Il y a quand même quelque chose de l'ordre de on va aller ressortir des histoires, même si c'est inventé. Je voudrais qu'on finisse sur ce texte-là que vous avez fait ressortir. Et je vous interromps juste une minute. Je ne sais pas si je fouille, mais je garde beaucoup de choses en moi, c'est sûr. Je les garde. C'est vrai que je suis quelqu'un d'assez secret, ce qu'on pourrait me reprocher, mais je ne crois pas à la transparence de tout dire, tout livrer en vrac comme ça. Je pense que les choses ne sont vraies que lorsqu'elles ont été un peu décantées, et on ne les dit justement que lorsqu'on les a un peu méditées. Oui. On prend le temps. Fidèlement, oui, plus fidèlement. Avec délicatesse aussi. En essayant de comprendre ce que l'autre a été ou quelle a été sa relation à l'autre, c'est ça. C'est tellement complexe. Il est question de femme, et puis parfois il est question d'un homme qui a été votre grand-père, dont vous avez, et là aussi, vous m'avez raconté avant que c'est quelqu'un qui écrivait beaucoup, qui a une vie qu'on n'a pas le temps de raconter totalement, mais finalement, certainement pas eu la vie qu'il aurait aimé avoir. Non. Et peut-être qu'il aurait aimé être écrivain. Et vous avez ressorti ces textes et vous les avez édités, lui permettant peut-être, après sa mort, d'être lus et d'être publiés. Une petite postérité, oui. Mais c'est une minime partie de ce qu'il écrivait. Mais c'était vraiment un écrivain. Bon, alors, il y a ces mémoires de la guerre 14-18, avec une partie sur ses faits d'armes, qui ne sont pas moindres, une partie qui sont des courtes histoires, souvent très bien écrites, où se révèle un ton d'observateur plein d'humour, des histoires souvent émouvantes, évidemment, drôles et émouvantes, parce que ces hommes avaient un destin terrible. Et puis la dernière partie est une partie peut-être moins originale, mais enfin de critique sur la guerre et sur ceux qui ont poussé à la guerre sans trop se soucier de cette chair à canon qu'ils offraient. Voilà. Oui, je voulais revenir sur tout ce qu'il a écrit qui n'est pas publié. Je sens dans ce qu'il écrit un écrivain, dans la liberté de ton, dans la capacité à aller à l'essentiel, à ne pas bavarder. C'est impressionnant. Vous êtes une oreille aussi, parce que quand on est poète et ou écrivain, mais je pense que c'est pareil, on écoute beaucoup les autres, on observe beaucoup autour de nous. C'est ça aussi être poète, c'est que ce que vous disiez tout à l'heure, c'est finalement prendre beaucoup, écouter beaucoup et le faire circuler en nous pour un jour peut-être ressortir quelque chose. Disons que je n'écoute pas de manière intéressée, mais c'est vrai que quand on a écouté quelqu'un avec tout ce qu'on est, ça ressort d'une manière ou d'une autre. Ça ressort déjà en affection, en amour, et puis en souvenir aussi. On met plus des autres ou de soi quand on écrit, finalement. Oui. On met de l'humain, j'espère. Oui. Et ça console d'écrire? Est-ce qu'il y a une histoire de consolation quand on est poète? C'est la question qu'on me pose souvent. C'est vrai? Oui. Ce qui est sûr, c'est que douleur et écriture sont liées. Et il y a une image qui est très juste, c'est qu'on parle des lèvres d'une blessure, vous voyez. La douleur, elle est faite, enfin je veux dire, non, elle n'est pas faite pour, mais elle doit être dite. Il me semble, un jour ou l'autre. Est-ce que être parfois poète, pour certains, c'est parce qu'on est un tout petit peu en dehors de ce monde-là, ou qu'il y a cet entre-deux, on parlait d'espace tout à l'heure, entre le monde réel et ce à quoi on aspire. Est-ce qu'être poète aussi, c'est quelque part n'être pas forcément bien où on est, au moment où on est? Est-ce que c'est une histoire aussi d'un petit peu de déplacer?
pour vous? Oui, oui, déplacé, mais pour mieux prendre en charge le monde, me semble-t-il. Oui, c'est ça. J'avais écrit un poème, je ne sais plus dans quel texte, mais où ironiquement, j'ironise sur le fait que quand j'étais jeune, on me disait, puis même plus tard, on me disait, oh, tu n'as pas les pieds sur terre. Et je dis, mais non, je ne les ai pas, mais j'ai la tête dans les nuages. Mais non seulement la tête, mais les pieds dans les nuages, vous voyez. Mais tout ça, peut-être pour mieux écarter, encore une fois, tout ce qui masque ce pourquoi on est fait, là où on essaye d'aller, où on devrait aller, je ne sais C'est bien pas. difficile d'avoir la réponse. C'est bien parce qu'on n'a pas la réponse qu'on écrit. Parce que c'est de ça dont vous parlez aussi. C'est finalement les chemins qu'on prend. Ça paraît peut-être prétentieux ce que je dis là, mais tout au moins moi et le monde, mon petit monde autour de moi, essayer de voir comment on doit vivre, quelle sorte d'humain nous devons rester. Et est-ce que plus on écrit, moins on parle? Oui, enfin pour moi peut-être oui. J'ai beaucoup de mal, grâce à vous, là j'arrive je suis en confiance et je parle, mais je cherche souvent mes mots. J'ai beaucoup de mal à l'oral, oui. Oui. Il y a besoin de dire le mot juste. Et puis peut-être une forme de bavardage aussi qui ennuie, quoi, je l'avoue. Est-ce qu'on peut finir avec la lecture d'un tout petit extrait de celui-ci? Je vais vous lire justement celui-ci qui reprend ce que vous disiez sur ce pouvoir, enfin, cette nécessité d'écouter l'autre. Et j'ai écrit ce poème en souvenir de mon père qui, comme beaucoup de vieillards, à la fin de sa vie, ressassait ce qu'il avait vécu. J'avoue que parfois c'était difficile à entendre ce ressassement, cette répétition. Ça demandait beaucoup de patience. Et pourtant, voilà ce que j'ai écrit, et c'est vraiment ce que je sens profondément. Il faut pourtant que quelqu'un vienne et donne le pouvoir de dire, avant de mourir, ce qu'on a vécu. Il faut que cette oreille écoute, longuement, patiemment, ce qui est raconté, sensible à l'obsession de composer avec tant d'êtres, de souvenirs, une histoire, de faire du passé une légende, celle d'une vie ordinaire et sans pareille. Voilà, une légende, c'est-à-dire en latin, ce qui doit être dit. Voyez ? C'est ce que vous faites finalement. Oui, finalement. Et c'est beau parce que la légende, on a donné à ce mot-là le sens de, voilà, un peu, pas dire des fariboles, mais enfin du pur imaginaire. Non, non, non. C'est ce qui doit être dit avec toute sa part de merveilleux, parce que c'était la vie d'un simple humain et ce n'est pas rien. Et c'est une belle définition de ce que devrait être la vie, enfin, la vie ordinaire, et ne pas avoir peur de ça, finalement. Oui, oui, ne pas avoir peur de dire oui. Ce qu'on est, si peu qu'on pense qu'on soit. Merci beaucoup, Béatrice. Merci Sarah, merci de tout cœur.